Bonsoir à tous, bienvenue à toi Usul. Merci de te joindre à nous pour cette interview sur le Discord RT. On a presque plus besoin de se présenter que toi, mais bon, en deux mots, tu es commentateur politique, tu officies actuellement sur Mediapart dans une émission appelée Ouvrez les guillemets, avec ton camarade Cotentin. Tu as commencé par Dailymotion il y a 11 ans, avec des vidéos sur les jeux vidéo, et tu es passé assez rapidement. Alors, tu passais par jeuxvideo.com pour ensuite te consacrer à ton autre passion qui est la politique. Et tu te décris toi-même sur Twitter comme homegrown marxiste, ce qui permettra à ceux qui ne te connaissent pas à te placer comme bien à gauche. Est-ce que ça te va comme présentation? Est-ce que tu veux compléter? Oui, c'est ça, ouais, je suis marxiste et chroniqueur vidéaste, pour ne pas dire youtubeur, c'est ça. On n'est pas nombreux, des chroniqueurs marxistes, machin. Non, c'est sûr. C'est qui les autres? Je sais pas, je pense le Stagirite, tu vois, il est marxiste, il doit y en avoir quelques autres. Ah, c'est vrai que ça court pas les rues. Et pour se présenter, nous, parce que du coup, il y en a plein qui ont dû arriver qui ne nous connaissent pas, on est une communauté Discord de 1500 utilisateurs sur le thème de la résilience, de la transition, et donc autour de la thématique de l'effondrement, mais également avec une composante politique assez importante, donc autour du communalisme libertaire. C'est ouvert à tous, mais plutôt ouvertement avec une sensibilité de gauche. Et donc, Oui, ouais. c'est plus moderne, tout ça. Moi, je fais office de dinosaure là-dedans. Je suis même pas communaliste, je suis communiste. Enfin, tu vois, c'est old school. Ouais, c'est bien, on pourra en parler. Et puis, ce soir, on est deux alors pour conduire l'interview. Et des membres du Discord vont pouvoir poser des questions et réagir aussi s'ils le souhaitent. Et donc, ici, on est avec Dario, qui est le fondateur de ce serveur, qui existe depuis 2018. Tu peux te présenter en deux mots. Oui, je suis le fondateur du Discord qui existe depuis 1 an et demi. Et comme l'a dit Even, on est un Discord bien de gauche sur les thématiques précisées. Et du coup, c'est un plaisir de te recevoir pour essayer de rebondir sur des trucs que tu as dit dans plein de conférences qui nous ont vachement intéressés. Et pour essayer d'approfondir un peu le sujet de la collapsologie et le croisement avec le militantisme, entre autres. Après, je dis pas mal de conneries, surtout sur l'écologie. C'est pas mon domaine de spécialité, donc j'aurais me dédouaner d'avance. Non, mais le but, c'est pas de te piéger. C'est pas ton procès. On n'est pas du tout là pour remettre en question les trucs que tu as dit. C'est plutôt pour rebondir et essayer d'aller plus loin parce que, en fait, vraiment, l'idée de ces petits lives et ces petits vocaux, c'est d'essayer pas de trouver des solutions parce qu'on n'en trouvera pas, mais c'est d'essayer de trouver des démarches, des questionnements qui font avancer les gens personnellement et qui font avancer les gens en tant que communauté, en tant que groupe, en tant que citoyen, Ouais, etc. Comme toi, on aime bien réfléchir, quoi. On aime bien discuter, aller plus loin. Le thème de fond des vocaux, finalement, c'est sortir un peu des constats. Donc après, on va pas réinventer la roue, mais je pense que c'est plus justement dans une démarche collective de réfléchir ensemble, découvrir des choses, enfin voilà, approfondir un peu notre culture politique. Voilà, il y a de quoi faire sur le sujet. Moi, très bien. Non, mais je suis à vous. Du coup, on sait que tu manipules un peu ce concept d'effondrement, notamment tu as eu l'occasion d'en parler lors d'un Circus Politicus avec Extinction Rebellion. Bon, on y reviendra un peu plus tard. Du coup, il y a Vincent qui va ouvrir avec une première question. Bonsoir Gilles, très heureux de te recevoir ici sur Discord de Résilience et Transition, ça me fait extrêmement plaisir. Ma question elle est la suivante. Est-ce que tu pourrais nous parler brièvement de ta vision de l'effondrement? Est-ce que l'effondrement c'est quelque chose de possible ou de probable selon toi? L'effondrement, c'est un mythe, mais au sens de Roland Barthes, c'est-à-dire un mythe structurant, quoi. Une idée autour de laquelle, voilà, chacun va avoir un petit peu, va structurer, va donner des idées un petit peu collectives à tout le monde, et on va s'organiser un peu comme le Grand Soir. Voilà, le Grand Soir, c'est un mythe. L'effondrement est un mythe également. L'apocalypse est un mythe. Mais pour autant, c'est pas parce que ce sont des idées que ça a pas des effets réels. C'est-à-dire que ces idées-là ont des effets réels. Et pourquoi je dis que c'est un mythe? Parce que moi déjà,
Bon, on peut prévoir la montée des eaux, on peut prévoir les changements de climat. Par contre, vous trouverez aucun historien sérieux ou quelqu'un qui fait des sciences sociales sérieusement qui peut prévoir l'avenir d'une société. Ça, il y a trop de paramètres, c'est trop compliqué. Si quelqu'un commence à se lancer là-dessus, il vous fait du charlatanisme. Donc, moi, je ne sais pas comment les sociétés, qu'elles soient occidentales ou autres, mais on y reviendra sans doute, vont réagir face à ces petites crises qui vont les secouer à cause de ce réchauffement climatique. Les réponses peuvent être diverses, plus ou moins bien inspirées, et aller dans un bon sens, un mauvais sens, on ne sait pas. Par contre, en effet, il va y avoir de nouvelles crises. Et le changement climatique. Et puis tiens, autre chose, au-delà du changement climatique et de la pollution, il y a ce que les États vont faire pour essayer d'y répondre. Est-ce que les États vont essayer de mettre au pas les lobbies, l'industrie, le machin. Donc ça peut être aussi une guerre entre entre ces grandes entreprises et les États démocratiques, par exemple. Ça peut être aussi la fin de la démocratie. On peut s'imaginer des technocrates écolos qui prendraient les choses en main et qui diraient finalement la démocratie ça marche pas, il faut un gouvernement d'ingénieurs, vu que les problèmes sont d'ordre biodynamique, j'en sais rien là. Bref, c'est un mythe pour moi, l'effondrement. Ce qui m'intéresse, c'est ce que les militants en font. Mais c'est un mythe quand je comparais ça à l'Apocalypse ou au Grand Soir, le point commun, c'est la table rase. C'est un fantasme extrêmement enthousiasmant, la table rase. Ouais. Je Donc, crois que c'est une grosse critique qui est faite d'ailleurs à Servigne. D'ailleurs, est-ce que c'était une question que plusieurs membres ont posée, Barbas Barbure, est-ce que tu as lu des auteurs qualifiés de collapsologues non, mais parce que ça m'intéresse pas. Parce que donc là, pour le coup, je confesse mon manque de curiosité sur le sujet. Ce qui m'intéresse pas, je veux dire, Servigne, il est quoi? Il est agronome, c'est ça, il me semble. biologiste, il me semble. Ouais, enfin bon, c'est quand même un gros délire d'ingénieurs et de scientifiques et d'école. Aurélien Barraud, tu vois, voilà, il est quoi? Il est lui, il est carrément astronome. On a Mignereau, il est psy par exemple, il me semble. Ouais, est-ce que t'as déjà entendu parler de Vincent Mignereau? Parce que pour le coup, on est plus. Oui, j'en ai entendu parler de Vincent Mignereau. Oui, Et a oui. priori, ça te. Et non, j'ai même refusé de faire une conf avec lui, ça me paraissait pas du tout sérieux. C'est-à-dire que, en fait, c'est très prétentieux, hein, ce que je vais dire. Mais je suis d'accord pour parler de politique avec des gens qui s'intéressent à la politique. Si on parle d'autre chose, moi je fermerai ma gueule là, si les gens viennent me parler de fonte des glaces, de degrés, de changement de la nature des sols, d'extinction des espèces. Là, j'ai rien à dire, c'est pas mon domaine, je connais pas. Donc là, je fermerai ma gueule. Mais si quelqu'un veut venir me donner des leçons de politique et m'expliquer comment la société va se comporter, ce qu'il ne sait pas, devant un phénomène qui, lui, par contre, est avéré, la plupart du temps, ça me paraît très faible ce qu'ils disent politiquement. Donc c'est sans doute intéressant, mais je conçois que ça ouvre des horizons. Voilà, c'est comme quand j'entends Jean Covici. Jean Covici, il est intéressant. Je veux dire, il est convaincant en plus. Hein. Il a ce petit côté agaçant, énervant, il troll un petit peu, qui fait que ça marche bien en plus sur Internet, Jean Covici. Mais il a une vision, alors, d'aucuns diraient matérialiste, des rapports de force et des conflits au sein de la société, parce qu'il va tout rapporter à l'énergie, machin. Mais moi, pareil, ça me paraît faible. Pour moi, c'est même pas une vision matérialiste, c'est une vision mécaniste. Exactement, c'est pas du matérialisme s'il ramène tout à l'énergie, justement, il oublie complètement. Enfin, moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Jean Covici, il ramène tout. Enfin, genre, Venezuela, l'énergie, Tunisie, l'énergie, ta femme elle t'a quitté, l'énergie. Enfin, le mec, il raconte tout le temps que c'est. Enfin, au bout d'un moment, il faut pas oublier qu'il y a plein de facteurs. Mais justement, nous, c'est un peu de ça aussi qu'on veut parler. C'est que, enfin, pour le coup, ta définition de l'effondrement, du non-effondrement, c'est notre définition qui convient, je pense, à beaucoup de gens sur le Discord. On n'est pas beaucoup à croire en un événement qui va arriver du jour au lendemain et Mad Max Fury Road avec la Clio. Non. On est d'accord qu'il y a une très faible probabilité qu'un scénario catastrophe, ça arrive, qu'il y ait une rupture de la normalité du jour au lendemain, etc. Mais après, dans les effondrements possibles, il y a plein de choses. Comme tu l'as dit toi-même, on pourra en parler longuement. Mais un effondrement, c'est pas forcément un scénario catastrophe. Un effondrement, ça peut être
des choses beaucoup plus insidieuses. Ça peut être la montée du fascisme en France, la montée de l'État policier. Et après, à quel moment, en fait, tu dis que c'est un effondrement? C'est une question dont on ne trouvera jamais la réponse. Mais Si, je a pense que... posteriori, c'est les historiens Oui, qui disent ça. peut-être. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais après, je pense que ce que tu dis, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Enfin, je parle pas au nom du serveur, on est beaucoup à penser différemment. Mais ce que tu dis, moi en tout cas, je suis d'accord avec toi. L'effondrement tel qu'il est décrit par Yves Cochet, c'est du délire. Pour moi, c'est du délire. Le mec, il te sort des dates, ça va être lundi à 14h, super. Mais non, en fait, enfin, la société, elle est imprévisible et il va se passer des bonnes et des mauvaises choses et personne ne peut prévoir. Là-dessus, on est d'accord. Mais après, nous, le serveur, ici, là, la communauté, euh, on trouve quand même qu'il y a vraiment trop de problèmes pour les prendre un par un. Et on trouve quand même que c'est plus intéressant d'analyser ça sous le prisme de la collapsologie. Parce qu'au final, la collapsologie, qu'est-ce que c'est? Comme tu dis toi-même, c'est pas vraiment une science. Et puis on peut toujours. Mais ça nous permet quand même de regarder les choses de manière un peu systémique. Systémique, Et- ouais, enfin, Oui, enfin, tu c'est- parles de c'est- ces aspects systémiques, on y reviendra tout à l'heure un peu dans ta vidéo sur l'ordon, justement. Et c'est clairement une composante. Alors après, je voulais d'abord revenir un peu sur... tu as fait un échange justement avec Circus Politicus, un échange avec des membres d'Extinction Rebellion, qui faisait une suite à une vidéo que tu avais fait sur le mouvement qui était pas tendre, mais qui était finalement voilà, pointé un petit peu les failles de ce mouvement qui est jeune, quoi, et qui a beaucoup probablement à apprendre en politique. Et du coup, quelqu'un t'interrogeait un peu sur l'effondrement, et donc tu disais, il y a certains penseurs ou militants racisés, par exemple, qui vont dire l'effondrement est un problème de blanc, mais même c'est un problème d'Européens, en fait. Il y a des pays qui se sont effondrés depuis longtemps, donc tu cites l'exemple du Yémen, on pourrait citer effectivement la Somalie qui est au fond du trou depuis très longtemps. Et puis, tu pointes en fait les contradictions du modèle industriel capitaliste, de son appareil de production, qui n'est pas appareillé pour les changements nécessaires et qui a déjà fait beaucoup de dégâts. Et après, donc, moi, quelque chose qui m'a interpellé un peu, tu disais, dans les pays les plus pauvres, c'est des économies plus agricoles et finalement, l'effondrement, c'est un petit choc absorbable. Donc après... C'est moi, relativisé, on est d'accord. ouais, Ça, c'est ça. oui. Parce qu'en plus, quand je dis agricole, quand tu vois les pays d'Afrique ou même d'Asie du Sud-Est ou d'Amérique du Sud, c'est des pays à agriculture extensive, donc ils font tous ils font la même culture sur des surfaces énormes parce que le capitalisme leur a dit de faire ça, parce que le FMI a conditionné ses prêts à ce genre de transformation de leur économie et de leur agriculture. Donc il va déjà falloir régler ce problème-là. Après, la résilience, on verra après. Mais en tout cas, c'est pas des pays dont le modèle économique est orienté. En Afrique de l'Ouest, on a très peu d'industrie. Il y a très très peu d'industrie. Ils font pas de la transformation. Ils font de la production. Donc voilà. Ce qui va poser d'autres problèmes. Par exemple, là-bas, ils importent leurs t-shirts. Ils n'ont pas d'industrie textile en Afrique de l'Ouest, par exemple. Ouais, tout à Donc fait. il va falloir pareil, il va falloir reprendre plein de trucs, mais c'est pas pareil parce que nous, en fait, notre situation en tant qu'Européens ou Américains ou Japonais est une situation de pays impérialiste, post-colonial, d'accord, mais enfin impérialiste, c'est-à-dire dont la richesse repose énormément sur la façon qu'ils ont d'exploiter les autres pays autour, avec tout ce que ça suppose comme conditions techniques pour pouvoir le faire. Donc, à une époque, ça a supposé d'avoir d'énormes bateaux et de pouvoir y foutre des armées dedans. Bah, aujourd'hui, ça suppose toujours des armées, hein. Je rappelle on est toujours, au Mali, dans le Sahel, enfin voilà. Ça repose toujours là-dessus et ça repose sur une supériorité, économique, qui découle de l'exploitation de ces endroits-là, donc des cargos, de ces bateaux cargos qui font des allers-retours. Voilà, notre domination, elle est basée là-dessus. Donc pour nous, ça va être un choc, non seulement pour notre modèle de civilisation, mais aussi pour notre modèle de domination internationale. C'est fini, ça va être fini, ça, si vraiment il y a une chute, voilà, enfin une explosion des prix des combustibles fossiles, etc., quoi. Du coup, comment t'imagines, enfin, je sais pas si la question, enfin, comment t'imagines l'avenir, en fait? Pour toi, le monde dans 20 ans, il ressemble à quoi en quelques phrases? C'est un peu vague, hein, comme question, mais tu vois où je veux en venir? J'en sais rien, j'en sais rien du Ouais, tout. mais personne n'en sait rien, mais c'est forcément, enfin, bon, on en reparlera. Je vais laisser Even continuer, mais on en reparlera.
j'en sais rien. Enfin, après, je peux te lancer des grands mots, genre relocalisation quand même d'un certain nombre de choses, autonomie, voilà. Après, politiquement, ça peut se faire sous des régimes assez différents. J'ai la naïveté de penser, parce que je suis quand même assez optimiste, j'ai la naïveté de penser qu'aujourd'hui, si on regarde les opinions publiques et les décisions politiques, on voit qu'il y a un hiatus et que les opinions publiques sont plutôt du côté de la transition écologique, là où les dirigeants politiques traînent des pieds parce qu'il y a les lobbies, parce qu'il y a justement, il y a ce modèle dont je parlais un peu plus tôt, ce modèle occidental d'exploitation sur lequel repose notre richesse et sur lequel repose la fortune de gens comme Bernard Arnault, comme Bolloré, qui exploitent les ports africains, etc. Donc, nous, notre transition va être plus dure parce que les puissances capitalistes ont fait main basse quand même sur l'appareil d'État, etc., et ralentissent considérablement une transition qui pourrait être accélérée si on était plus démocratique qu'on ne l'est. Donc, j'ai la faiblesse de penser que la solution pour nous, en tout cas en France, avec cette culture démocratique au fond qu'on a toujours, eh bien, on va plutôt la trouver vers qu'il faut qu'en effet il y ait une transition démocratique aussi et sociale pour accompagner cette transition écologique, et elle se fera pas sans. On a l'impression d'être un moment un peu pivot finalement, parce que on voit que ça peut basculer rapidement. Là où en Angleterre, on part plutôt avec le dernier vote un peu en sens inverse. Et finalement, en fait, on voit qu'il suffit pas que il y a un mouvement qui prenne conscience des enjeux climatiques, quand une autre partie de la société finalement va un peu dans l'autre sens, quoi. Donc effectivement, ça montre que finalement les luttes du moment sont très importantes et vont être vraiment déterminantes sur ce qui va se passer, en tout cas en France, dans les années à venir. Et pour moi, elles sont liées. Tu vois, tu parlais de la réaction que moi j'avais eue avec certains comportements chez Extinction Rebellion. Mais en fait, pour moi, c'est très lié. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de révolution écolo si on ne réapprend pas déjà à vivre ensemble, à prendre des décisions ensemble, à répartir la richesse ensemble, à modifier la production ensemble. Et ça, faut apprendre déjà à faire de la politique ensemble. Et c'est pas eux qui vont arriver et dire « Ah, j'ai eu mon épiphanie écolo, maintenant j'ai compris comment ça va se passer, moi je suis conscient du monde et je vais l'expliquer à tout le monde. » Aux syndicats qui sont vieillots, au mouvement des quartiers qui ne s'occupent pas assez d'écologie, et c'est comme ça que ça va se passer. Non, pour moi, ça va dans le bon sens, que même de leur dire « Oui, c'est très bien, vous êtes écolo, c'est très bien, réveillez-vous, tout le monde est écolo là à gauche en ce moment, de toute façon. » Même le PCF a fait des bons considérables en direction de l'écologie politique, et voilà, donc je leur dis plutôt un truc comme déjà apprenez, occupez-vous un peu aussi de social et de démocratie, ça vous fera pas de mal. Donc pour toi, la réponse est politique. Oui, évidemment, c'est la force de l'humanité en tant qu'espèce, c'est pour régler les problèmes qu'on lui pose, elle s'organise et elle crée un modèle de société qui essaie de les régler, quoi. D'accord. Parce que du coup, enfin, je suis d'accord avec toi, mais nous, vraiment, sur le Discord et autour, on est quand même beaucoup à penser, et c'est là où nos opinions vont se confronter, et c'est intéressant, je pense. On est quand même beaucoup à penser que, même si évidemment la réponse est politique, parce qu'au final, tout est politique, la réponse, elle peut difficilement, enfin la réponse c'est un grand mot, hein, mais les réponses peuvent difficilement être de société, justement, ou même étatiques. On est quand même beaucoup à penser que les meilleures réponses qu'on puisse apporter à toutes les crises qui vont arriver, elles seront locales, départementales ou régionales au mieux, mais on a du mal, enfin on est beaucoup à avoir de plus en plus de mal à croire qu'un parti ou un homme ou une femme providentielle ou quoi que ce soit, ou J'ai jamais le dit ça. fascisme vert, ou... Oui, non, mais au final, un projet de société... Enfin, moi j'ai l'impression, mais corrige-moi du coup si c'est pas ça, que c'est... Quand tu parles là de... Enfin, précise ta pensée si tu veux pas dire ça du coup. D'accord. Si tu parles de... Bon, alors pour ce qui est par exemple de la relocalisation, y compris de la décision politique, c'est-à-dire pourquoi pas des formes de communalisme, de municipalisme, voilà, de relocaliser un petit peu la décision Ouais. politique, de faire en sorte de redonner du pouvoir aux citoyens sur le territoire qu'il habite. Pour moi, ça va dans le sens de cette transition démocratique que j'appelle de mes voeux et qui devrait accompagner cette transition écologique, et qu'en est une composante essentielle. Donc pour moi, ça se contredit pas. Il y a pas d'un côté le politique et puis le politique, ce serait les grandes figures qui font les élections, et de l'autre côté, il y aurait oui mais non, parce que le citoyennisme, des gentils citoyens qui dans leur coin prendraient leur vie en main, et puis la vie de la communauté à l'échelle locale. Non, ça s'articule les deux. Et les deux sont politiques, mais faut l'articuler.
Et du coup, il y a Gentleman qui a posé une question tout à l'heure sur l'écrit, je l'ai noté pour te la poser au bon moment, et là, ça me paraît être pas mal. Il demande, et je vais faire le lien avec ce qu'on est en train de dire, toi, tu te définis comme marxiste à l'ancienne, plus ou moins, et du coup, ton idéal de gauche remet-il en question le productivisme qu'on peut retrouver chez beaucoup de penseurs communistes étatiques? Et là où je fais un lien avec ce dont on est en train de parler, c'est que tu dis, d'accord, la gauche, ils sont tous écolos, ils sont tous pour la transition, etc. Mais au final, est-ce que, quand on y regarde de plus près, ils sont quand même pas tous productivistes? Est-ce que c'est pas un des problèmes du communisme? Alors, oh là là, beaucoup de trucs à répondre. Le productivisme déjà, bon, il me semble que je sais pas, même, prenons l'avenir en commun, il me semble qu'il y avait l'idée quand même de pas, voilà, de pas faire un bond en avant productiviste, mais de changer notre rapport à la production. Que d'ailleurs le seul moyen, là je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure, le seul moyen d'avoir une économie qui soit pas tournée vers le productivisme et donc vers la croissance perpétuelle, bah, c'est précisément de mettre au pas le capitalisme. Dans l'idée du communisme, tu lis Marx, enfin c'est assez clair, même s'il s'exprime peu sur le communisme, mais il y a cette idée de on devrait produire ce dont on a besoin. On devrait pas, enfin, voilà, c'est le capital qui nous fait surproduire. Pourquoi? Parce que le capital a besoin de la marchandise pour créer de la plus-value. Donc, j'ai du pognon, j'ai plein de pognon. Comment je fais pour en avoir plus? Bah, j'investis dans quelque chose qui va produire de la marchandise, transformer des produits pour, créer une plus-value et derrière, il va me revenir un petit peu plus, je vais faire un bénéfice. Mais le capital a besoin de plein de marchandises et toutes les crises du capitalisme sont des crises de surproduction. C'est ça les bulles. On surproduit, on surinvestit, voilà, il y a pas par contre, on va te dire: «Oui, bah, le communisme, c'était plutôt d'ailleurs l'inverse. C'était, on produisait pas assez parce que il y avait, ils avaient des, je prends l'URSS par exemple, qui est, voilà, qu'on pourrait discuter comme modèle de communisme, évidemment, moi le premier. Mais qui disait: «Bon, bah, là, je pense que cette année», il y avait un plan, «Cette année, on va avoir besoin d'à peu près 600 000 chaussures pour tout le monde, donc on va produire 600 000 chaussures et puis ça va partir». Voilà, les communistes, les capitalistes, ils disent: «Non, produisons plein de chaussures, tant pis si on en jette, tant qu'il y a de la demande, on en produit, et puis si ça monte et puis un jour il y aura une bulle des chaussures et ça va tout leur retomber sur la gueule», et voilà. Donc, moi, c'est en ça que je me dis que le communisme c'est pas un productivisme. En plus, ça s'explique historiquement. C'est-à-dire que quand Staline fait la transition et même, un peu avant, il fait sa transition vers le modèle industriel pour pas se faire, complètement dépasser par les puissances occidentales, mais il le fait dans un contexte de concurrence, d'un pays, qui est entouré de puissances capitalistes il sort d'une guerre, donc il a fallu d'abord c'est né dans une économie de guerre qui est fatalement une économie, productiviste parce qu'il faut produire vite, plein, il faut nourrir des armées, il faut, produire des canons, des missiles et des machins. Bon, bah, ça s'explique historiquement par la concurrence, voilà, avec l'autre modèle à ce moment-là. Aujourd'hui, un communisme raisonnable ne ferait évidemment pas ça. Après, il y a plein d'autres, il y a plein d'autres questions dans ton truc. Je peux développer sur un autre truc si tu veux dans dans ta question. Non, alors juste, je tiens à rappeler à tout le monde qu'il faut pas oublier de regarder le chat live texte parce que Gosk nous fait des mèmes de qualité. Et deuxième chose avant de répondre, n'oubliez pas que si vous voulez poser une question à Usul ou intervenir, vous voyez avec les membres sur le salon accueil, le vocal accueil, et on vous déplacera sur ce salon-là. Si vous voulez intervenir en vocal, il n'y a pas de problème, tout le monde peut intervenir. Pour revenir à la question de Gentlemad, je pense qu'il parlait plutôt des penseurs communistes, mais après, c'est pas exactement le sujet du live. On pourrait en reparler longuement. Mais en fait, je pense que tu as plus ou moins répondu à la question sur le productivisme. Et c'est vrai que même si ça reste relancer la consommation, par exemple, comme Martinez le disait hier, il y a toujours ces espèces de relents de faut consommer, faut produire, etc. Mais c'est vrai qu'on peut pas forcément mettre dans le même panier la production, le productivisme de droite et le productivisme de gauche. Après, sur ce Discord, en tout cas, tu trouveras beaucoup de gens qui jettent entièrement l'idée de productivité entière et qui ne veulent pas en entendre parler. Ça, c'est un peu, enfin voilà, c'est un peu
l'avis radical de la communauté. Oui, non, qui mais n'est ce que je pas- peux comprendre, mais je veux dire, je voyais dans le chat qu'il y avait marqué que ça allait être quand même plus dur pour les pays du Sud Ouais. qui ont des économies agricoles, parce que précisément, bah, le bouleversement climatique va faire que ça va être plus dur de produire de la bouffe. Et ben à un moment, que ce soit localement ou nationalement, il y a des pays qui vont se dire comment je booste ma production de bouffe. Parce qu'il faut nourrir les gens. Donc, Ouais. la question de la production, quand Martinez il dit qu'il faut relancer la consommation, il veut dire qu'il faut la répartir différemment et il faut que tout le monde puisse bouffer à sa faim. C'est aussi ça qu'il dit. Il faut que tout le monde ait de quoi se fringuer, se chauffer. Voilà. Et ça, effondrement ou pas effondrement, je suis pour que le plus longtemps possible, on ait tous de quoi se fringuer, se chauffer et bouffer à notre faim. Tu m'étonnes. On peut Even difficilement être contre, ouais. Moi, je voulais revenir un peu sur le côté systémique et puis repartir de ta vidéo L'économiste de mes chers contemporains, donc sur Frédéric Lordon. J'avais noté un petit extrait qui est: une fois qu'on a bazardé le libre arbitre, qu'on a relativisé la responsabilité des agents, on peut enfin s'attaquer aux causes. Alors ça fait mal au derche. Non, nous ne sommes pas le centre de l'univers, le soleil ne tourne pas autour de la Terre, nous ne sommes pas différents des animaux, et non, nous n'échappons pas à la puissance des structures, et à la chaîne sans fin des causes et des conséquences grâce à notre libre arbitre magique. Et Oui. tu reprenais un petit extrait de Frédéric Lordon derrière: je veux dire, le capitalisme est encore porteur d'un potentiel d'abomination dont on n'a pas vu le bout. Et par rapport à ça, en fait, par rapport à cet aspect systémique, pour toi, quelles sont les pistes finalement pour s'attaquer un peu à ce côté systémique? Par où ça commence en fait? Ouh là là! Bah oui, parce que là, quand tu as dit ça, tu dis, en fait, on est tous configurés par énormément de choses, l'éducation, la société dans laquelle on grandit, même notre propre langage, même enfin voilà. Donc, par où on commence pour, refaire un homme, qui soit à la hauteur des enjeux de son époque? J'en sais rien. L'éducation certainement, la politique, puis la pratique même de la politique et puis, la science sans doute aussi, et c'est très vaste, comme projet. Et il faut être ambitieux. Mais par exemple, si on tiens, un truc tout bête, si on comme je l'ai dit un peu plus tôt, si on pense qu'une société plus démocratique est souhaitable parce que, parce qu'elle sera plus à l'écoute des besoins de ses populations, que ne l'est aujourd'hui, notre société capitaliste qui est surtout à l'écoute des besoins de son élite, voilà. Si on veut recréer ça, une société plus démocratique, il va falloir une éducation à la démocratie qui soit plus efficace que ce que nous propose actuellement notre pays, c'est-à-dire en termes d'éducation nationale, comme en termes de structure du pouvoir médiatique aussi. Et donc, enfin voilà, ça veut dire qu'il faut s'attaquer aux racines des problèmes. Et Mais j'ai pas de projet précis. En plus, c'est pas mon boulot de faire ça. Je fais pas de programme politique. non, bien sûr. Et en fait, est-ce que pour toi le climat rajoute une notion d'urgence et du coup potentiellement de solutions ou enfin, comment dire, de stratégies différentes qu'il faut mettre en place? Est-ce que c'était un peu les questions qui revenaient lors de l'échange avec Extinction Rebellion, quoi? C'est eux, ce mouvement-là, finalement, pense prendre des raccourcis parce que c'est l'urgence absolue. Est-ce que toi, c'est pour toi un paramètre qui change la donne, le climat? Oui, Et de bien quelle façon? sûr. Mais tout à l'heure, Gosk sur le Discord avait posté une image de moi qui dit l'effondrement, ça me va tant que je peux blâmer les bourgeois. Pas faux. Quelque part, c'est pas faux. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que là, moi, ce à quoi on a assisté, et donc toi, si tu as suivi ce que j'avais dit à Extinction Rebellion, j'avais cité un article de Lordon qui disait à peu près ça. C'est-à-dire qu'il faut l'urgence climatique pour que des bourgeois pour lesquels ça allait plutôt bien, donc classe moyenne sup, qui s'en sortaient pas mal, qui vivaient en ville, qui étaient bien, qui avaient une petite sensibilité de gauche qui leur restait, mais qui se contentaient jusque-là de voter PS en laissant les banlieues, les classes populaires crever de tous les ravages du néolibéralisme, occuper les pires boulots, voir les usines fermées, etc.
Bon, bah, l'urgence climatique leur fait se dire « Ah, j'ai un petit retour un peu dégueulasse là. » Voilà, merci. Et l'urgence climatique leur fait se dire « Ah non, en fait, il y a un problème avec le capitalisme. » Alors que jusque-là, en fait, ils s'en accommodaient tout à fait. Donc moi, j'ai envie de saisir cette occasion, de leur dire, bah, justement, en effet, parce que là, je sais pas, une meuf comme Greta Thunberg, elle vient pas des ghettos de Buenos Aires, tu vois, c'est pas une victime du néolibéralisme, Greta Thunberg. Et pourtant, elle se met à pourfendre le capitalisme, voilà, les grosses industries. Mais est-ce qu'on peut vraiment critiquer ça? Mais je critique pas ça. Mais alors, Je le constate. oui, non, bien sûr. Mais ce constat, malheureusement, enfin, je suis d'accord avec toi, hein, c'est un constat. Enfin, XR, je veux dire, il y a, enfin, même au-delà d'XR, il y a combien de gens qui font de la politique maintenant entre 20 et 30 ans qui n'en faisaient pas il y a un an, qui ne s'y intéressaient pas il y a un an? Non, mais je vais te dire ce que je critique le plus chez XR, c'est leur mépris de classe. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec tout l'appareil et les lunettes idéologiques de leur classe. Ouais. Donc, ils vont parler aux prolos maintenant comme ils parlaient déjà aux prolos avant. Et ça, ils n'ont pas changé. Moi, c'est là où j'ai envie de les Faut calmer. leur faire C'est-à-dire, lire du vous êtes Gelderloos. enfants de la... Non, mais vous êtes très mignons, les enfants de la classe moyenne. Mais il va falloir nous parler autrement quand même. Va falloir apprendre à parler autrement aux gens, d'arrêter de leur dire moi j'ai compris, voilà, vous êtes bien, vous êtes en école d'ingé, c'est très bien, mais parlez mieux aux gens parce qu'on va pas pouvoir travailler ensemble alors qu'on aimerait aller dans la même direction. Ah, puis ils t'ont pas envoyé des contre-exemples quand t'as fait l'échange la dernière fois. Bah, il me semble que non. C'était un peu Non. difficile à regarder, ouais, la vidéo. Il y avait quand même des. Enfin, t'as été patient. Ah oui? Je pensais que je m'étais un peu énervé, mais Bah non, mais pas. Enfin, si tu t'étais moins énervé, tu te serais pas assez énervé, je pense. ah bon, bah voilà. Je suis Bah, moi, désolé. j'aime bien quand les gens ils s'énervent un peu. Je pense que des fois, faut pas se laisser. Enfin bon. Voilà, C'est un peu. critique Non, mais procès. j'ai un peu les mêmes problèmes que toi avec XR et j'ai encore beaucoup d'autres. Après, je salue quand même le fait qu'ils aient beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de primo-militants et on peut pas le nier. Ils sont là grâce à XR. Et ces Bah gens-là, ils vont devenir peut-être des militants plus engagés, plus responsables, plus fermes. Mais c'est bien qu'ils commencent là et il faut un début à tout. Bah oui, mais c'est pour ça que quand je citais Lordon, que c'était Bourdieu qui disait, qui parlait des canalisations dans les grandes villes aux Pays-Bas au 18e et qui disait ils s'en foutaient des maladies et des trucs tant que ça les touchait pas, les bourgeois. Et puis au moment où ça commençait à les toucher eux, bah oui, du coup, faut refaire les canalisations pour tout le monde. Il faut un système de sanitaire qui se tienne pour toute la ville, mais ils ont attendu que ce soit leurs enfants qui soient menacés. Mais c'est pareil sur les questions sociales. En plus, non seulement, il y a deux facteurs, parce que pour ce qui est de la classe moyenne, là, ça rejoint la préoccupation écolo, et en plus, il y a quand même un petit souci de déclassement pour les classes moyennes, où les boomers, justement, d'aujourd'hui, commencent à craindre un peu pour leurs enfants qu'ils voient effectuer des stages, pas avoir de CDI avant super longtemps, galérer pour accéder au logement alors même qu'ils viennent pas du bas-fond des classes pop. Donc il y a quand même plusieurs facteurs qui font que ça y est, eux, ils vont se remettre un peu dans la lutte, alors qu'ils l'avaient abandonné, disons, depuis les années 80. Donc, Oui, je pense qu'il y a un basculement aussi de vision du futur, quoi, où voilà. des parents ont promis que vous ferez ce que vous voulez, vous partirez en vacances en avion n'importe où, et puis il y a les limites aussi d'un système et d'une vision qui peut pas continuer comme ça à l'infini finalement. Et ce qui est intéressant justement dans le sujet de l'effondrement, c'est pour ceux qui creusent finalement, c'est se réintéresser aussi effectivement à tout en fait, à la politique, au rapport à la nature. Enfin, c'est une porte vers plein de sujets puisque ça ouvre plein de sujets. Bah ouais. Ça réouvre des possibles, oui. Chez des gens qui avaient un peu lâché l'affaire et qui se disaient finalement le monde ne tourne pas si mal, en tout cas pour moi et mes enfants, ça va. Bah oui, bah non. Puis d'ailleurs, là je fais ça à l'échelle d'un pays, donc je pense les classes sociales à l'intérieur du pays France. Mais regardons à l'échelle du monde. La France pouvait se dire oh, pour nous finalement ça va pas si mal. Alors il y avait des pays qui crevaient la gueule ouverte, qui étaient exploités, surexploités, mais la France se disait oh bah finalement ça va pas si mal. Voilà, donc bah, là non, là on est, c'est le réchauffement climatique, la pollution à l'échelle mondiale fait que bah, là on se dit ah bah non, on est tous sur le même bateau, donc qu'est-ce qu'on fait? Tout à fait. Moi j'avais envie de parler un petit peu aussi de radicalité, et puis on pourra parler éventuellement de répression. Il y avait une interview
de toi dans Social Alter avec Avec Vincent, Verza. Versa, ouais. Alors, tu t'es du coup interrogé sur qu'est-ce que c'est être radical aujourd'hui. Et du coup, être radical, c'est croire qu'on peut changer la société à la racine, changer les points de vue, changer les modes de vie. On a besoin d'une gauche qui assume une radicalité qui ne soit pas seulement de façade. Donc toi, tu parles du travail sur les mots, le fait d'employer le terme bourgeois toutes les semaines, que c'est aussi ça la radicalité. Ça, Reparler c'est de comme je fais Marx, moi, mais oui. ouais, c'est ça. Déjà, rien que redire capitalisme, il y a des gens, c'est les recorcher la bouche il y a encore 5 ans. Là, on peut redire il y a un problème avec le capitalisme. Bah, c'est bien, là, on va à la racine du problème. Il n'y a pas un problème avec la mondialisation ou tu sais, des euphémismes qu'on va plaquer par-dessus. Le néolibéralisme, même si le néolibéralisme, c'est un vrai truc, je veux dire, on pourrait le définir. Mais au fond, le néolibéralisme, c'est une phase du capitalisme. Alors redisons capitalisme aussi, c'est pas mal. Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, parce que ce champ, finalement, je dirais un peu on va dire la société civile se réapproprie un peu ces concepts, mais on a l'impression que dans la classe politique, jusqu'ici, ça suit moyennement, quoi. On a quand même une déconnexion entre cette radicalité un peu qui on va dire, se redécouvre, et des partis politiques qui semblent C'est pas pas vrai. forcément, justement, du coup, Enfin, en France, aux États-Unis, en Angleterre, c'est ouais. pas vrai. La gauche, justement, là, pour le coup, refout un coup de barre à gauche, là, depuis ce qui s'est passé dans les années 80, 90, 2000. On voit beaucoup de pays, ces pays occidentaux industriels, où la gauche est en train d'essayer de refoutre un coup de barre à gauche avec plus ou moins de succès. Hein. On a vu que Corbyn s'est quand même un peu fait balayer, là. Mais voilà, la montée de Sanders aux États-Unis il y a quelques années, et d'une gauche, les démocrates, chez les démocrates, il y a enfin des gens qui osent se dire socialistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont identifié l'adversaire capitaliste. Et puis en fin d'année dernière, j'ai fait une émission sur Mélenchon. Mélenchon a beaucoup de défauts, il n'y a pas de souci. Le fait est que le gars, il y a 10 ans, il a quitté le PS, qui était un parti ronronnant de gouvernement d'une gauche pas très à gauche. Il a quitté le PS pour dire il faut un truc plus à gauche, qui soit écolo et plus à gauche. Et il a dit ça il y a 10 ans. Et il a fait 20% à peu près aux dernières élections. Donc non, la classe politique reste pas de marbre. En tout cas, à gauche, il se passe des choses. On gagne pas encore, mais il se passe des choses. Et toi, tu la vois prendre de l'essor, en fait, surmonter un peu cette difficulté à se rassembler. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on est encore... enfin, à gauche, on est beaucoup dans une autocritique permanente, l'impression d'être un peu... qui sont toujours en train de chercher plutôt leur différence plutôt que En leur fait, point ouais, commun. ce qui s'est passé en Angleterre illustre bien le problème qu'Even essaie de présenter, c'est que par exemple Boris Johnson il se fait élire alors que le mec est ouvertement islamophobe et Corbyn se fait pas élire, et c'est en partie parce qu'il y a des petites polémiques sur le fait qu'il serait peut-être antisémite, et j'ai mis plein d'emphases de guillemets exprès pour souligner l'absurdité de la situation en fait. Sans Bah, juger du fait que Corbyn soit ou non antisémite, j'en sais rien. Mais le fait est que les accusations de Corbyn lui coûtent l'élection, alors que c'est des accusations. Concrètement, il n'y a pas de. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait des preuves fermes. Par contre, Boris Johnson, il dit tous les gens de la merde sur les musulmans et ça passe. Donc, est-ce que un des problèmes de la gauche, c'est pas cette quête de vertu inaccessible? non, mais non, non, bah, allons pas sur le terrain de la morale, de la vertu et des problèmes complexes. Ah, mais nous, on veut Machin. pas y aller, justement. Non, Genre, non. pas tout le temps. Voilà, Pas tout le temps. restons dans la dialectique, restons dans le jeu des classes. Il y a Bruno Amable et Stefano Palombarini qui discutaient justement de cet échec de Corbyn et qui ont écrit L'illusion du bloc bourgeois ensemble il y a quelques temps. Et leur analyse du truc, c'était que la gauche anglaise, en gros la bourgeoisie anglaise de gauche, peinait encore parce que pour ce prétexte-là ou pour un autre, c'est-à-dire moi, pareil, je connais pas dans le détail. Il me semble que c'est pas Corbyn qui était antisémite, mais plutôt qu'il aurait minimisé des faits d'antisémitisme chez je ne sais plus qui au Labour. Enfin bon, mais si c'était pas ça, ce serait autre chose. Chez nous, il suffit que Mélenchon parle fort, par exemple, pour que la bourgeoisie de gauche dise c'est pas ça qu'il nous faut, c'est pas la voie populiste, c'est pas voilà. Donc il y aura toujours un truc, si tu veux. C'est pas ça, c'est autre chose. Et donc si on l'analyse en termes de rapport de classe, on voit un peu comme je le disais sur Extinction Rébellion. On voit une bourgeoisie de gauche qui était convertie au néolibéralisme, qui est sur le chemin un peu de la rédemption.
mais qui garde encore beaucoup de préjugés de classe voilà, enfin, qui n'est pas encore prête tout à fait à refaire l'alliance avec les classes populaires de gauche. Alors que la droite, en Angleterre, a pas du tout hésité, qu'ils soient pro-Europe ou pro-Brexit, à faire une alliance derrière Boris Johnson au nom de leur intérêt de classe bien compris. Mais la gauche bourgeoise n'est pas encore foutue de le faire parce que le prolo, il parle trop fort, il pue. Enfin, il suffit de regarder les réactions qui ont été celles de la gauche, de cette gauche bourgeoise au moment de l'émergence du mouvement des Gilets jaunes. C'est Ouais. symptomatique de ça. Mm. Donc moi, je vois plutôt ça. Je vois une alliance de classe qui peine à se reformer plutôt que c'est pas une histoire d'idéal de pureté, ça c'est du prétexte. Et si c'était pas ça, ce serait autre chose. Non, mais justement, je pense qu'on est en train de dire la même chose. C'est juste, enfin, tu l'expliques mieux. C'est juste que c'est ces gens-là dont tu parles qui créent ce problème de pureté, en fait, qui vont aller chercher des problèmes là où il y en a pas pour faire un projet politique solide, en fait. Et enfin, ou là où il y en a peut-être, une fois de plus, je veux pas juger du problème de ce qui s'est passé en Angleterre. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, alors c'est peut-être notre point de vue de gauchiste, mais on a l'impression parfois qu'à droite, ils ont moins de mal à faire bloc, quand même. Nous, on a encore du mal à se rassembler, comme tu dis. Oui. Il y a une vraie fracture entre les classes. Et après, je sais pas, je suis pas de droite, je peux pas en juger, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même. Bah après, voilà, ils se sentent peut-être plus unis par des choses qui nous parlent pas, comme le sentiment de nation, etc. Nous, ça nous en tape une sans faire bouger l'autre. Eux, ils ont des trucs comme ça qui vont les motiver à faire un truc ensemble. Et au final, c'est en partie ce qui nous fait peiner. Oui, puis l'intérêt de classe bien compris aussi, qui fait qu'ils savent se rassembler quand il faut. Les bourgeois, faut leur faire confiance là-dessus, hein. Il y a pas de souci. C'est clair. Alors, je vois une question de Ménétil sur Twitch, donc on va la poser. Demander du pouvoir d'achat n'est-il pas contradictoire avec l'idée d'anticapitalisme et d'anti-surconsommation pour le côté lutte contre le changement climatique aussi? D'autant plus que cette consommation conduit à faire des emplois. J'ai pas résolu l'équation pour le moment. Bah, déjà, tu résoudrais l'équation si tu enlevais le mot pouvoir d'achat, parce que c'est pas un mot de gauche, ça, le pouvoir d'achat. C'est les gens de droite qui ont dit que les pauvres, ils voulaient du pouvoir d'achat. Ce à quoi ils aspiraient, Mais quand c'était Martinez, pouvoir il parle acheter. de relancer l'économie, c'est la même chose. Non, C'est de ça qu'il parle, non? non, pour moi, non. D'accord. Non. Le pouvoir d'achat, c'est une force de consommer. C'est pas nécessairement ce que demandent les gens. Les gens ont pas une envie de consommer, ils ont envie de vivre. Je veux dire, par exemple, il y a un certain nombre de trucs qui pourraient devenir des services publics. On n'a pas en tête qu'on consomme des services publics. Si on crée plus de services publics et plus de gratuité, c'est pas de la consommation, ça, il y a pas besoin de pouvoir d'achat pour ça. Tu vois, on change de mot, mais là, on répond aux besoins. En matière de transport, en matière de santé, en matière de plein de trucs. Tu peux dire, voilà, le service public et la gratuité vont répondre à des besoins. On reste sur cette idée de répondre à des besoins plutôt que d'en créer de nouveaux auxquels il faudrait répondre avec du pouvoir d'achat. Donc voilà, c'est pour ça que cette idée de, en fait, la gauche, elle est aussi consumériste, la CGT, le PCF, aussi consumériste et productiviste. Elle voudrait que les pauvres puissent consommer autant que les riches. Non. Non, c'est une lecture de droite, ça, du truc. C'est vraiment une lecture réactionnaire de ce qu'on demande dans le projet communiste de manière générale. Et puis à gauche, chez les centrales syndicales sérieuses ou les partis qui ont réfléchi à ces questions. Non, on veut que les gens puissent vivre. Voilà. Moi, j'avais une question par rapport aux violences policières qui s'accentuent, à la criminalisation des opposants, des manifestants. Est-ce que tu vois ça s'aggraver au point que tu es le type de personne qui pourrait se retrouver concerné, menacé par ça, quoi, par cette violence d'État, quoi? Oui, après, il y a beaucoup de sujets. Moi, typiquement, je n'étais pas dans les personnes le plus concernées par la violence d'État. Là, je pense beaucoup plus aux quartiers populaires. Je pense aux jeunes de banlieue. Tu regardes les chiffres de qui est en prison en France. C'est pas les petits blancs militants. Le problème, c'est que ça commence à être les petits blancs militants aussi un petit peu. Bon, ça commence à arriver. Il y a des problèmes qui se posent. La France n'est pas le pays le mieux classé en matière de liberté de la presse non plus, d'indépendance de la presse non plus. Voilà, quand il y a une tentative de perquise à Mediapart, parce qu'ils veulent trouver les sources. Je dis ça parce qu'il y avait une fine équipe de Mediapart là tout à l'heure à Quotidien. Je les ai regardés passer. Ils rappelaient ça, cet épisode-là.
on peut se poser des questions. Dans quelle mesure, moi, par exemple, si tu me demandes à titre personnel, je sais pas dans quelle mesure je risque quoi que ce soit, je suis écouté ou pas, je suis, suivi ou pas, j'en sais rien du tout. Je sais pas, mais après moi, je suis pas le plus exposé parce que moi, je fais de l'opinion. Je pense que les plus dangereux, c'est pas les gens comme moi, c'est plutôt des gens comme, mes collègues du pôle, investigation qui, eux, vont chercher des trucs pour faire tomber les gens et eux vont fouiller la merde. Moi, je fouille pas la merde. Une fois qu'elle est déjà déterrée, j'essaie de lui donner un sens et d'en faire une petite, une petite statuette qui a une forme, en forme de caca, oui, enfin, mais voilà, donc je suis pas au premier rang. Quand je suis en manif, bah, je suis pas plus menacé que les autres camarades et moins que le Black Bloc parce que je vais devant, de manière assez raisonnable, hein, c'est-à-dire pas beaucoup. Je vais voir ce qui se passe et puis, voilà. Mais bon, voilà, je crains pas pour mon cul encore, en tout cas pas plus que n'importe quel manifestant dans ce pays. Et moins que mes collègues qui font un travail, à mon avis, plus dérangeant que celui. Ok, du coup, on va changer, enfin, on y reviendra, mais on a une autre question qui a été, pour le coup, c'est une question qui a été posée sur le Discord il y a 2 jours quand on a commencé à parler de te recevoir. C'est une question qui a été posée par Lapin Billy. Donc, comme je vais pas lire toute la question parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est tout un truc, mais je vais faire un petit résumé. Mais en gros, pour ceux qui le savent pas, toi et plusieurs camarades, vous êtes à l'origine. D'ailleurs, je sais pas exactement qui est à l'origine, mais en fait, il y a plusieurs youtubeurs et gens de gauche des internets qui sont à l'origine d'un stream qui s'appelle le Recon du stream, qui est une super initiative, qui est en gros un live depuis le début de la grève, quasiment tous les jours. Enfin, c'était tous les jours au début. Là, c'est un petit peu moins parce qu'il faut bien s'organiser et tout. Et du coup, le live a déjà récolté 80 000 €. Et il y a énormément de gens surtout qui ont. Enfin, moi, j'ai l'impression, de mon point de vue de viewer, qu'on a quand même des gens. Moi, j'ai vu plein de conversations en mode ah, lui, il est de gauche, ah, super, machin. Ah, regardez, elle est de gauche aussi. Ah, machin. Et en fait, j'ai trouvé il y avait une dynamique vraiment, vraiment intéressante où les gens se politisent, en fait. Et des gens enfin, des gens de Twitch qu'on consommait pour du jeu vidéo, ben, on se rend compte qu'ils ont des idées politiques qui correspondent aux nôtres, par exemple. Et voilà, donc c'est tout un truc super intéressant avec des commentateurs, des vulgarisateurs, etc. Et bah, je pense que tu en as déjà pas mal parlé ces derniers jours, mais déjà, avant que je passe au cœur de la question, est-ce que tu as quelques mots à dire sur cette initiative déjà est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus, sur le Recon du stream? Bah, là où tu as raison, c'est que oui, il y a des gens qui sont sortis du bois, qu'on ne soupçonnait pas, ce genre d'engagement et je leur reconnais d'ailleurs un certain courage à sortir de ce brouillard, de ce flou, de cette neutralité, supposée et d'être venus sur le stream, avec nous alors que parfois c'était, leur premier engagement politique concret, en fait. Donc voilà, déjà oui, tu as raison, c'était signifiant, j'ai trouvé. Et on est Moi, je quand trouve même, que c'est vraiment. Enfin, c'est peut-être fort comme mot, mais je trouve ça vraiment beau, en fait, qu'il y a autant de. En fait, cette année, quand même, les Gilets jaunes, la grève, là, la réforme des retraites, c'est quand même un moment de politisation très, très fort. ouais. Et toi, moi et plein d'autres gens qui sont dans la culture du jeu vidéo depuis longtemps, voir ça, là, ce moment-là où tous ces vidéastes et tout de gauche disent ah tiens, moi aussi je suis de gauche, moi aussi je vais participer. Enfin, moi personnellement, le Recon du stream, c'est un truc qui m'a vraiment, enfin, j'en ai souri pendant longtemps. C'est un truc qui m'a vraiment, vraiment fait plaisir. Et du coup, la question, alors j'y arrive enfin, la question de Lapin. N'est-ce pas un bel exemple du type de pont qu'on devrait multiplier au sein des milieux militants? Ne pourrait-on pas envisager entre ceux qui développent des projets d'autonomie et les autres qui restent présents dans la société plus activement ce style de pont, justement? Et voilà, j'ai très mal lu cette phrase, mais je pense Non, que tu mais as je vois compris la l'idée, question. ouais, je vois l'idée. Oui, et puis d'ailleurs, oui, des ponts, mais moi je suis pour qu'on en crée plein. D'ailleurs, bon, tu parlais des ponts entre le jeu vidéo et la politique. Moi, à cet égard, je suis un gros forceur depuis des années, parce que même quand je faisais le 36-15 Usul, je calais des trucs politiques tranquillou. Donc moi, je suis un gros forceur de ce truc-là. Donc je suis content de voir quand ça prend. C'est pas la première fois, on avait fait aussi On vaut mieux que ça à l'époque. Et là aussi, j'étais un peu dans le crew de départ qui avait lancé le truc. Bon, bah, quand ça prend, on est content. Après, créer des ponts il y avait cette idée de créer des ponts avec ces espèces de, justement, d'îlots d'autonomie qui se voient un petit peu
non pas en dehors de la société, mais un petit peu à côté, à essayer de construire des alternatives, etc. Oui, mais là où ça va être difficile de temps en temps, c'est que, comme tu l'as dit, il y a ceux qui, toi, tu as dit qu'ils restent dans la société. Tu as dit ça. Ouais, c'est un peu. Enfin, j'ai fait un trait un peu fort, mais c'est jamais aussi marqué. Là, pour le coup, les logiques puristes et les logiques, je veux dire, elles sont pas chez nous. Nous qui sommes justement dans la société, qui essayons de composer avec et de la transformer, ça va complètement à l'encontre de partir, de dire moi je vais vivre dans des toilettes sèches, dans une yourte. Voilà, non, ça va à l'encontre de ça. C'est non, on est là, cette société elle est à nous aussi. Et on peut la transformer, y compris de l'intérieur. Donc faire des ponts, d'accord, mais est-ce que ces gens-là regardent Twitch? Je sais pas. Mais il faut aller là où sont les gens. Et si les gens ils sont sur YouTube, ils sont sur Twitch, faut y être, faut pas lâcher faut pas lâcher ces lieux de rencontre, ces agoras modernes, si tu veux. Comment faire pour faire du Recon Stream plus qu'un événement? Comment faire pour créer ce réseau de vidéastes de gauche qui peut faire des grandes choses? C'est quoi la prochaine étape là? Bah, il est déjà un peu créé, je veux dire, dans une certaine mesure. Après, on vaut mieux que ça. J'ai gardé contact avec, ça m'a permis de rencontrer un certain nombre de gens avec lesquels j'ai recollaboré par la suite, etc. Donc là, j'en ai encore rencontré de nouveaux en faisant ce truc-là, et c'est pas perdu. C'est pas perdu. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins forts pour amasser des gens autour d'eux. Je pense à Vincent Verza, par exemple, avec son On est prêt et quelques autres initiatives qu'il a eues. Lui, il est très fort aussi pour rassembler des gens, machin. Bon, bah, ça fait du réseau, tout ça. On crée du réseau déjà. Qu'il y ait une structure ou qu'il n'y ait pas de structure, déjà créer du réseau, c'est pas mal. Recréer du commun, du collectif, parce que on n'est pas magiquement politique, pur, construit, déconstruit, enfin je sais pas, comme ça. Non, ça se crée, ou même politisé, ça se crée dans l'événement, comme tu l'as dit. Il faut qu'il y ait les gilets jaunes, il faut qu'il y ait un mouvement de grève national, il faut qu'il y ait même le mouvement Loi Travail, qui a été un vecteur de politisation à son époque pour toute une frange de la jeunesse aussi. Vous êtes peut-être d'ailleurs de cette génération-là, qui a commencé en manifestant sous Manuel Valls et qui a pu ensuite continuer sous Macron. Bon, bah, là, il y a une nouvelle génération en plus qui arrive avec le mouvement climat, avec machin. Bon, on crée des liens. Ça ne veut pas dire qu'il faut que le stream reconductible devienne une structure pérenne, mais de toute façon, les gens que j'ai rencontrés et même ce qu'on a appris, nous, en le faisant, ça ne sera pas perdu. Moi, j'ai bien vu que même ce que j'avais appris en faisant Vaut mieux que ça a beaucoup resservi pour le stream reconductible. Alors, il nous reste pas énormément de temps. Je vais pas pouvoir lire toutes les questions qu'on nous a posées parce que là, sur le salon où on m'a remonté les questions. Il y avait Automne qui avait une question d'abord. Ouais, je vais poser la question d'Automne parce que pour le coup, je trouve qu'elle est vraiment. Ah, Automne est là? Bah alors, Automne va poser sa question, vas-y. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui. Super. Alors, du coup, j'avais une question. C'était par rapport aux jeux vidéo, vu que tu traites les deux sujets. Je me demandais si tu pensais qu'il y aurait des espoirs, on va dire, d'utiliser le jeu vidéo comme outil pour sensibiliser sur des sujets politiques. Ah bah oui, mais c'est déjà fait depuis longtemps, ouais. Il y a quand même quelques jeux qui s'y prêtent pas mal. Aujourd'hui, j'ai vu un tweet passer sur Disco Elysium. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce computer RPG assez révolutionnaire dans son genre, très verbeux, hein, très bavard, mais et où il y avait les deux auteurs du jeu qui avaient reçu une récompense. Je sais plus quelle était cette récompense, mais ils avaient rendu hommage à Marx et Engels sur la scène du truc. Parce que Disco Elysium parlait de ces choses-là, il parlait de syndicalisme, il parlait de machin. Donc ces ponts-là, ils sont déjà faits, il faut les développer. Mais en fait, ils peuvent se faire. Pourquoi aujourd'hui ils peuvent plus se faire qu'avant? Ils peuvent plus se faire qu'avant parce qu'il y a eu le développement du financement participatif, des petits studios indés qui pouvaient se financer sans passer par les gros producteurs. Et c'est là où on revient à l'idée faut déjà transformer les structures de l'économie, et ensuite vous changerez les structures de circulation des discours. Il faut que multiplier les situations d'autonomie pour les auteurs, pour les créateurs, c'est autant de situations où ils vont avoir la liberté de pouvoir créer, y compris de la dissidence, y compris de la réflexion, en dehors des grosses structures capitalistes, même si ça contribue, même si pour ça, du coup, on fait des petites structures qui sont capitalistes aussi, parce que dans cet univers-là, faut payer les salaires des gens, on va pas faire bosser tout le monde gratuitement, voilà. Donc faut penser structure. Donc il y a déjà des choses qui se font, c'est déjà mieux qu'avant, mais plus il y aura de petits studios, de coopératives, de gens qui veulent s'engager et qui réfléchissent aussi à comment on fait une entreprise,
comment on répartit la décision au sein de l'entreprise, qui possède l'entreprise, des coopératives de création de jeux vidéo, ferait à coup sûr des jeux vidéo très différents, même si c'est les mêmes gens qui étaient dans une structure de même taille, mais avec un business angel actionnaire, voilà. Donc c'est pour ça, on y revient aux structures du capital aussi. Ok, merci pour ta réponse. J'aimerais bien que ça bouge un peu en France et qu'on ait des initiatives de ce genre. Tu es dans le jeu vidéo aussi? Ouais. Bah voilà, maintenant il suffit de faire, mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais tu vois, et pourquoi l'aide publique? On pourrait imaginer plus d'aide publique pour le jeu vidéo, mais sur des critères un petit peu différents. Mais bon, pour ça, il faudrait aussi un autre État, d'autres structures de financement, de comment percevoir aussi des taxes, des machins. Voilà, bon, ça ouvre un grand champ, mais faut pas, il faut que les conditions soient réunies, quoi. Il y a des moyens de faire incitatif. Ouais. J'ai une question encore qui était remontée sur le Discord. Alors pour le coup, je me rappelle plus qui avait posé cette question, mais je me rappelle bien. C'était une question sur Super Local. Tu vois de quoi je parle? Je vais rappeler brièvement pour les auditeurs. Oui, moi je vois du coup. Mais du coup, Super Local, très brièvement, c'est une initiative de, entre autres, partager, c'est sympa. Où en gros, tu t'inscris sur un site et ça te met en contact avec des assos militantes à côté de chez toi, en lien de près ou de loin avec les problématiques environnementales, etc. Il y a plusieurs choses dont on a parlé sur ce Discord au fil des mois avec partager, c'est sympa. Déjà, on a quand même été beaucoup à se demander si c'était pas un peu trop sympa. Pas assez méchant, tu veux dire? Ouais, un peu trop sympa. Et puis surtout, il y a moi, personnellement, un truc qui me fait énormément tiquer. C'est qu'il y a eu plusieurs fois où Vincent Verza, sur ses vidéos, appelle les gens à s'inscrire sur un formulaire, sur un site, avec leur identité, leur mail, patati patata. Je suis pas complotiste ou spécialement paranoïaque, mais j'ai quand même l'impression, on voit des articles passer sur le fichage des anarchistes, des véganes, patati patata. Est-ce que toute cette démarche n'est pas un peu trop publique? Il est toujours dangereux de constituer des fichiers, quels qu'ils soient, c'est sûr. Mais enfin, à un Mais moment, du coup, Super Local, qu'est-ce que t'en penses du coup? Bah, je sais pas, moi, Vincent, c'est un copain, donc je vais pas direct chercher. Tu vois, le scénario dans lequel il serait manipulé, notamment par l'État, pour créer des fichiers d'activistes, ça me paraît en effet assez peu Non, probable. je pense pas, bien sûr. Non. Ouais, bien sûr, on est d'accord là-dessus. Mais du coup, est-ce que tu penses pas que la démarche... Enfin, moi, personnellement, là, je suis en train de me faire l'avocat du diable. Moi, le travail de Vincent Verza, je trouve que c'est formidable sur plein d'aspects. Je le trouve un peu catastrophiste des fois quand il parle d'effondrement, mais je trouve qu'il a une manière de parler de toutes ces choses-là qui est très très bien pour les jeunes, principalement, sans vouloir faire mon Un vieux bon daron qui donne des leçons. vulgarisateur sans être. Ouais, c'est un très bon enfin, vulgarisateur, etc. Une bonne dose, Mais quoi. ouais. Mais voilà, du coup, c'est vrai que Super Local, enfin, ça fait des mois que j'avais l'impression qu'il était en train de nous dire on arrive avec un gros projet, ça va déboîter, vous inquiétez pas. Alors au final, le projet, je le trouve vachement bien, mais c'est pas assez. Moi, je trouve que c'est pas assez Bah, encore. écoute, oui, mais alors ça, j'ai envie de te dire, parle-en avec lui et invitez-le. Moi, c'est prévu, c'est prévu. On a carrément Voilà. envie de l'inviter, on a carrément prévu de l'inviter. En fait, il y a 2-3 personnes qu'on veut inviter là, mais on s'est dit d'abord on fait l'interview avec Usul, comme ça on pourra leur dire, regardez, on a interviewé Usul. Mais ouais, en gros, on a prévu. Voilà, Vincent Verza fait partie des gens. Alors, la semaine dernière, c'était déjà un Lyonnais qu'on a interviewé, donc on va peut-être changer de ville, mais en tout cas, on reste. C'est sûr qu'on va l'interviewer, enfin qu'on va faire une émission avec Vincent Verza parce que il correspond tout à fait au genre de gens avec qui on a envie de discuter de tout ça. Elle est gauchosphère lyonnaise, hein, elle est en force. Ouais, dis donc, ça rigole pas. Ça en fait des Lyonnais là. Alors du coup, on a pas mal de questions. On a pas mal de questions. Alors du coup, je vais un peu sauter de sujet. Ça va passer du coq à l'âne. On a par exemple une question de Connie qui demande comment tu expliques la gestion désastreuse des problématiques écologiques par les planifications centralisées et d'États, notamment soviétiques. Est-ce que l'origine du désastre écologique est tant celui du capitalisme que de l'exploitation en général, et donc l'exploitation par des capitalismes d'État comprises? Est-ce que tu as compris la question?
J'ai complètement compris la question. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais sur le productivisme, c'est-à-dire déjà faut se remettre dans l'époque, pourquoi, machin, tout ça. Ensuite, là pour le coup, j'aurais une lecture à lui suggérer. Ce serait Paul Ariès. Qui a écrit là-dessus, qui est un gars qui a une grosse culture communiste, c'est un intellectuel, et il a écrit notamment sur le tout début de la révolution russe, voilà, quand ça arrive en 17, et à quel point, je veux dire, la pollution, c'était un truc qu'on connaissait déjà, hein. On avait bien vu le brouillard à Londres au 19e, enfin, on avait bien vu que ça posait des problèmes, que les gens toussaient et tout, et donc qu'il y avait un souci. Donc c'était parmi les réflexions des révolutionnaires à cette époque, au point que à cette époque-là, ils avaient édicté certaines règles, comme quand on coupe un bout de forêt, on en plante tout autant. Mais voilà, mais ça, c'est autant de trucs qui ont sauté au fur et à mesure de la prise de pouvoir de Staline et de son entourage, et de la transformation de l'économie soviétique en quelque chose qui était tourné, soit vers l'économie de guerre, soit vers l'économie de compétition avec l'Ouest. C'est des choses qui se sont un peu perdues, mais qui ne sont pas absentes du tout du projet communiste, et auxquelles on pourrait retrouver des sources, on pourrait retourner aux sources et retrouver des textes de l'époque qui seraient, je vous le dis, saisissants. Voilà, donc ne vous en faites pas, il y a plein de choses. La deuxième partie de la question, pour le coup, ça me fait penser personnellement. Alors, je vais la relire. Est-ce que l'origine du désastre écologique est tant celui du capitalisme que de l'exploitation en général? Avant que tu répondes à ça, je vais juste rebondir sur ce que dit Connie. Moi, ça me fait penser personnellement à la préface de Hervé Kempf dans. C'est une lecture qui m'a marqué. C'est dans le livre de Qu'est-ce que l'écologie sociale de Murray Bookchin. Je ne sais pas si tu l'as lu. Non. C'est un livre. Le titre est transparent. Qu'est-ce que l'écologie sociale? C'est tout un concept politique théorisé par Murray Bookchin. Et dans cette préface, je vais pas vous la lire parce que je l'ai pas sous la main. J'ai la citation parce que je l'ai retrouvée sur le Discord, j'en avais parlé. Mais en gros, ce que dit Hervé Kempf, c'est que la domination, c'est pas que le capitalisme en fait. C'est quand même, c'est un système en soi, et que la lecture, en gros. En fait, je vais le lire. Ces 3 lignes, je vais le lire. J'ai peur de déformer le propos. Je vais le lire. Plaisir, Dario. La domination qu'exercent les riches sur les pauvres, les hommes sur les femmes, les vieux sur les jeunes, se prolonge dans la domination que les sociétés fondées sur la hiérarchie exercent sur leur environnement. Et de même que ces relations de domination aliènent les personnes, c'est-à-dire détruisent ou réduisent leur potentialité humaine, de même ces sociétés hiérarchiques détruisent la nature. Mener une politique écologique amène donc une mutation des rapports politiques au sein de la société. Protéger la nature suppose l'émancipation sociale. Voilà. Pour moi, cette phrase... Mais ça rejoint exactement ce que je te disais au début. Bien sûr. Mais voilà. Là où ça pêche, je trouve, le discours communiste, c'est que ça a tendance à mettre tout sur le dos du capitalisme et à oublier les rapports de domination en général, je trouve quand même. Ah, mais vous avez des lectures très superficielles du capitalisme, du communisme. Non, vraiment, j'ai l'impression que très souvent, il y a des trucs qui reviennent. Alors oui, c'est productiviste, alors oui, c'est pas écolo, qui sont en fait des trucs, des adversaires médiocres du communisme, des semi-habiles qui pensent avoir compris quelque chose, mais qui font que relayer des idées communes. Je parle pas de vous, hein, je dis juste que vous devez composer avec ça derrière pour vous faire une idée, donc c'est pas évident. Et croyez pas que, enfin, je veux dire, par exemple, tiens, si on en revient au rapport de domination, le féminisme, le racisme, les machins, toute l'histoire du mouvement ouvrier est secouée de ces problématiques-là. Même si les réactions des organes officiels du mouvement ouvrier n'ont pas toujours été à la hauteur de l'époque. Mais il y a des moments où ça l'a été. Sur la question coloniale, par exemple, les porteurs de valises du FLN ou le Parti communiste a condamné l'intervention en Algérie alors que les socialistes avaient voté les crédits, tu vois. Donc, ouais, alors après, je tiens juste à rectifier un truc. On n'est pas en train, ni Connie ni moi, ne sommes en train de dire. Enfin, c'est pas une critique du communisme. Parce que pour le coup, c'est une doctrine dans laquelle on se retrouve sur pas mal de choses. Mais vraiment, pour moi, l'intérêt de la question, c'est de soulever ce qui pêche. Parce que je suis d'accord avec toi sur le fait que le communisme parle de tout ça. Mais je trouve quand même que le focus est trop souvent sur le capitalisme et que c'est un peu réducteur sur certaines analyses. Après, oui, ça existe. Ce que tu dis, ça existe. Il y a même des gens qui sont arrivés au communisme justement sans partir de la question économique. Je pense à Ho Chi Minh, tu vois, qui était un nationaliste vietnamien qui, du coup, a trouvé dans le communisme comment on exploitait son pays.
Et c'est le cas pour aussi des anticolonialistes africains, par exemple, ou sud-américains. Castro, quand il arrive au pouvoir à Cuba, c'est pas un communiste forcené. Mais il voit bien que la manière dont les États-Unis exploitent le monde, et c'est le capitalisme. Donc c'est l'adversaire à combattre. Même si au fond, lui, il est arrivé là dans un combat anticolonial, et Ho Chi Minh, c'est la même chose. Donc c'est pas qu'on est focus là-dessus, c'est qu'en fait, on peut pas faire l'impasse là-dessus. Donc on y revient souvent. Mais on peut rentrer dans cette grande famille merveilleuse par plein de portes. Oui, c'est vrai. Après, on peut aussi, je vais prendre mon exemple personnel, mais moi, j'étais d'abord communiste, parce que je viens d'une famille chilienne. J'étais d'abord communiste, et pour le coup, j'ai glissé plutôt vers l'anarcho-communisme. Et c'est peut-être parce que je me suis senti très intéressé par justement d'autres problématiques que l'économie, et je trouvais que ça manquait un peu quand même. Mais bon, le communisme reste ma famille politique d'origine, et c'est quelque chose dans lequel je me retrouve comme beaucoup de gens ici. Mais voilà, c'était pas vraiment pour dire que le communiste il fait ça mal ou quoi. Oui, C'était puis il y a vraiment. il y a toute une palette. En plus, moi, j'ai pas été formé chez les Stal. Moi, je viens plutôt de chez les trotskistes, où ces questions-là, à mon avis, étaient plus développées qu'elles ne pouvaient l'être au PCF à la papa, tu vois. Et puis ensuite, t'as les communistes libertaires. Et c'est pour ça que je parle d'une famille, quoi. Ouais. Mais au fond, l'idée communiste, l'idée que enfin voilà, moi c'est toujours, si on en revient au communisme, revenons-en aux mots, l'idée communisme, si on va justement à la racine, c'est l'idée de dire voilà comment on fait du commun et tout. C'est un beau mot, quoi, communiste. On peut faire après mettre des adjectifs avant, après, si on veut, au gré des besoins politiques du moment ou des aspirations personnelles pour tel ou tel combat en priorité. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui réinventent l'eau chaude. Pour moi, même le municipalisme libertaire, même l'anarchisme, c'est juste à côté. C'est quasiment la même chose. C'est du communisme, mais qui a pris une autre voie historique, où il y a quelques petits désaccords théoriques parce qu'on aime bien enculer des mouches, surtout à l'extrême gauche. On n'a jamais le pouvoir, donc on n'a que ça à faire que de se prendre la tête en soulignant des passages dans des livres et en disant ah je suis pas exactement d'accord là-dessus, et on fait des grands modèles théoriques, ah oui mais et on parle sur des grandes notions, l'État, le capitalisme, et on n'est pas d'accord, on se trouve des contradictions si on veut, mais au fond tout ça c'est la grande famille des communismes. Oui, je suis pas complètement d'accord, mais j'ai pas envie de lancer un débat sur les différences entre l'anarchisme et le communisme. Mais je te rejoins dans l'ensemble. Je vais lire une autre question d'un auditeur, et juste si d'autres personnes sont présentes et veulent intervenir en vocal directement, faites-le savoir. Le micro n'est pas réservé à Even et moi. Si quelqu'un d'autre veut poser une question, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Non mais voilà, tu sais, Alors. on réinvente le fil à couper le beurre tous les 4 matins, mais je vois, oui, communalisme, les Pour le communs. coup, Tiens, le dernier truc, c'est les communs. Les communs. Voilà. C'est des notions qui ont plus de 100 ans, toutes ces notions dans l'anarchisme aussi. Au final, c'est pas. L'anarchisme, c'est pas un truc récent. Non, bien sûr. Non, bien sûr. Pour le coup, et puis pour le coup, pour quand même rebondir un des trucs que tu as dit, je pense qu'il faut pas oublier historiquement Kronstadt ou des trucs, enfin je veux dire les clivages entre l'anarchisme et le communisme, c'est pas juste on n'est pas d'accord sur tel ou tel truc. Il y a quand même beaucoup d'anarchistes qui sont morts à cause des communistes. C'est quand même. Alors après. Oui, mais non, mais tu vois. Non, mais après, j'ai pas envie de dire. Non, mais j'ai pas envie de dire les communistes. Kronstadt 100 ans après. Non, mais évidemment. Et puis une fois de plus, c'est pas moi qui vais rentrer dans un discours les communismes, 100 millions de morts. Non, pas du tout. Je veux dire, quand je parle avec des gens que je connais pas très bien, je leur dis pas que je suis anarchiste, je leur dis que je suis communiste, ça passe très bien. Mais c'est quelque chose dont je suis fier de parler. Mais voilà, on peut quand même souligner le fait que les divergences d'opinion entre l'anarchisme et le communisme, c'est pas que. Il y a quand même des morts, quoi. Il y a quand même. Ah oui, mais partout. Il y a Kronstadt, l'Espagne. Attends, je te parlais du trotskisme. Combien de militants trotskistes ont été butés par le Comintern? Oui. Oui, bien sûr. Non mais oui, après voilà, c'est l'extrême gauche. Là en ce moment, c'est compliqué parce qu'ils se tapent sur la gueule, mais il y a 100 ans, les mecs ils se coupaient la tête et ils se tapaient vraiment sur la gueule. Donc c'est sûr que on a une évolution quand même, on peut le dire, non?
On se tue Oui, plus. on avance, on Voilà. avance. Maintenant, ils parlent mal les uns des autres, mais au moins, ils arrêtent de s'effacer des photos, quoi. Toujours ça de prix. Bah oui. Du C'est que coup, c'est plus compliqué. ouais. Alors que Il y a Sergueï qui demandait, est-ce que tu penses qu'on peut assister en France à une montée du suprémacisme blanc? bah, c'est une vraie question. On voit en tout cas les partis d'extrême droite remonter, y compris des petites branches structurées. En Allemagne, c'est assez saisissant. En Italie, il y a eu quelques perquises qui ont montré que oui, ça commence à s'organiser. Je crois qu'il y a eu au Mans, là, il y a 2-3 jours, une quarantaine de militants fachos qui venaient de toute la France, qui ont fait une descente dans le centre-ville avec des bâtons et des battes. Enfin, tu vois, oui, il y a un renouveau du péril fasciste, mais c'est la vieille théorie de quand le centre s'écroule, derrière, c'est front contre front. Et les autres le savent aussi. Enfin, ils le savent aussi en face, que quand au milieu, le système bourgeois classique, la République bourgeoise va s'effondrer, bah, ce sera eux contre nous. Donc, la chute de la domination telle qu'elle est exercée maintenant ouvre tous les possibles, et celui-ci, il est fort, ouais. Aux États-Unis, en Allemagne, en France, et même en Espagne, alors même qu'on pensait qu'ils étaient un peu vaccinés depuis Franco, il y a peu de pays d'Europe qui échappent à cette remontée de l'extrême droite. Le Portugal, peut-être. Et après, enfin, je te rejoins, mais quand même, enfin, t'as vu un peu la manif là récemment qui était organisée par Génération Identitaire, je crois, à Paris, en réponse à la manif. Ah oui, ils ont bidé. Les Oui, mecs, ils ils étaient pas nombreux, étaient, les mecs, ils étaient 100, quoi, je crois. Enfin, j'ai vu la photo, on voit le début à la fin de la manif, ça fait la taille de 4 Renault Espace, quoi. C'est pas. Enfin, d'un côté, je me dis, oui, ok, il y a une montée de l'extrême droite dans ce pays, mais j'arrive pas à savoir si on peut vraiment parler d'une montée du suprémacisme blanc, personnellement. Est-ce que Non, les gens mais sont extrêmes à ce point-là ou pas? Moi, ce que j'essaie de souligner, dans ouvrez les guillemets, pour ceux qui suivent de temps en temps, c'est que oui, alors comme tu l'as dit, la manif là, elle a pas rassemblé. En gros, il va pas y avoir un vaste soutien populaire dans les rues de manifs de ouf, de fachos. Voilà. Par contre, ce qui est le vrai risque, c'est que la bourgeoisie, elle, accepte tout à fait cette transition-là. Je reviens très souvent là-dessus parce qu'il y a rarement de coup d'État fasciste. Il n'y a pas une bonne partie de la bourgeoisie qui y trouve son compte et qui a choisi de choisir ce camp-là plutôt que le camp. Mais c'est jamais arrivé, je pense. Un coup d'État fasciste sans la bourgeoisie. Ah bah oui, non, c'est difficile. Je pense tous les coups d'État fasciste me passent en tête, j'en vois aucun où la classe dominante n'était pas dans le coup, quoi. Le Chili, Franco, c'est toujours la bourgeoisie derrière les coups d'État fascistes. Voilà, et donc voilà, moi je pense que c'est là qu'il faut regarder plutôt que vers les petits fachos Ah des oui, je vois ce que campagnes. tu veux dire. Il faut regarder quels sont les tremblements à l'intérieur de la classe dominante, les hésitations. Faut regarder Zemmour diffusé sur LCI et se dire merde, là ça fait sens. Zemmour sur CNews, c'est ou les discours que j'avais relevés de Nathalie Saint-Cric qui commence à parler un peu plus tendrement de Marine Le Pen qu'elle n'avait pu le faire jadis. Je pense que ça, c'est des signes plus importants que les espèces de manifs qui bident. Parce que même s'il n'y a pas un vaste soutien populaire, quand tu as du moyen, tu peux le créer. Voilà. Tu peux gagner une élection sans avoir un vaste soutien populaire. Macron nous l'a prouvé. Hein. Donc, Ouais. les fascistes peuvent le faire aussi. Ouais. Et d'ailleurs, un des marqueurs, tu me dis ce que tu en penses, mais j'ai l'impression quand même qu'un des marqueurs intéressants de ce côté-là, c'est la politique économique du Front National, appelons un chat un chat. J'ai quand même l'impression qu'il y a eu tout un moment où ils ont essayé de nous faire croire qu'ils étaient à gauche économiquement. Et j'ai l'impression que ça se perd, ça. Et ça me fait un peu flipper pour le coup. Parce que pour le coup, est-ce qu'ils sont pas en train de s'aligner de plus en plus avec la bourgeoisie, justement? Bah, ils l'étaient déjà, mais c'était Mais ils arrivaient mieux à faire semblant. Il y a quand même des gens qui pensaient vraiment que le FN avait un programme économique de gauche. J'ai entendu ça plein de fois, mais on l'entend plus maintenant. C'était l'influence Philippot, mais c'était, tu sais, on dit qu'il y a deux Front National, il y a deux électorats d'extrême droite. Il y a géographiquement celui, on va dire, du Sud, qui est l'électorat, on va dire, traditionnellement raciste, tu sais, les rapatriés d'Algérie, voilà, les racistes très classiques, hein, old school, voilà, qui étaient pour l'Algérie française, enfin, qui viennent de cette histoire-là.
Avec cela, dans ce noyau dur traditionnel, celui qui ne bougera pas, si tu veux, tu as l'espèce de droite catholique conservatrice, voilà, comme on connaît à Lyon. Pareil, raciste, tu peux rajouter antisémite aussi, il n'y a pas de souci. Bon, et puis, il y a le succès électoral du Front National ne peut pas s'expliquer sans rajouter cette France du Nord, de l'Est, qui a subi une désindustrialisation à marche forcée, qu'on ne pouvait pas, que le Front National ne pouvait pas séduire sans foutre un peu de discours social. Et les deux premiers, je veux dire, les racistes, la clientèle de Poujade classique, c'est-à-dire sociologiquement les petits commerçants et les petits chefs d'entreprise, c'est ça la clientèle classique de l'extrême droite en France depuis la fin du 19e siècle. Donc ceux-là, et puis ceux du Sud, voilà, les populations racistes classiques, ceux-là, en effet, économiquement, ils sont à droite. Ils détestent les syndicats, ils détestent les ouvriers, qui sont évidemment bêtes, sales, tout ce que tu veux. C'est pas du tout la même culture. Donc, et on pouvait pas les draguer, enfin le FN ne pouvait pas draguer ces prolos du Nord et de l'Est de la France sans, en effet, colorer un petit peu son discours de trucs vaguement sociaux, quoi, qui permet de défendre derrière une espèce de défense un peu timorée des services publics. En fait, le but, c'est quoi? C'est de défendre la nation, l'État, le pouvoir, et puis de fustiger l'Europe. C'était ça la ligne de Philippot. Je veux dire, leur ennemi, c'est pas le capitalisme, c'était le néolibéralisme dans sa configuration européenne du moment. Voilà. Bon, là, il y en a plus. Là, Philippot s'est fait dégager parce que ils ont aussi compris que. Mais c'est pour ça que je parlais de regarder les mouvements plutôt de la bourgeoisie là, parce qu'ils ont aussi compris que là, ils avaient aussi atteint un plafond de verre, quoi, électoralement, qu'ils pouvaient pas gagner un second tour comme ça et que ça passerait jamais, même avec cette stratégie-là. D'où tout le grand barnum autour de l'union de la droite, quoi. C'est-à-dire ce qu'essaie de faire chacune à leur manière, hein. Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen font un petit peu la même chose, mais pas exactement pareil, sur une espèce d'union de la droite. En gros, ils veulent se normaliser et devenir un parti bourgeois comme les autres. Et une fois qu'ils seront un parti bourgeois, plutôt que de jouer la carte du parti prolo, de rupture, comme avait voulu essayer de faire Philippot, ils vont continuer de se réclamer des classes populaires, mais ils vont devenir un parti bourgeois, adoubé par une certaine frange de la bourgeoisie et devenir un acteur légitime. Que ce soit avec des alliances avec la droite classique ou avec une stratégie plus autonome. Les prochaines élections vont à ce titre être, enfin les présidentielles. Oui, surtout que c'est les municipales. Les municipales et enfin, ces deux étapes-là vont vraiment être intéressantes de voir comment ça va se recomposer parce que tous ces grands mouvements finalement ont un peu quand même chamboulé le champ politique et ça va être très intéressant à suivre. Even, tu avais une question? Ouais, alors il y avait une mini question un peu plus légère. Ça sera parfait pour finir. Tu dis des fois que tu es un des premiers youtubeurs un peu à gauche. Le champ est libre pour qu'il y en ait d'autres. Et il y a Boboris qui demande Usul des conseils, des erreurs à éviter pour lancer une chaîne politique de gauche. Bah non, j'en sais rien. Faut faire déjà, hein. Faut faire plein de trucs. Moi, de toute façon, je veux dire, même ça fait des années que je dis aux gens, faites, vous apprendrez de toute façon, mais faut se lancer. Si, le conseil que je peux dire, c'est attendez pas d'avoir le concept parfait. Exercez-vous, lancez, faites des trucs, et vous apprendrez en faisant, on apprend en marchant. Voilà. Ouais. Conseil qui marche très bien de toute façon, un peu dans tous les domaines, hein, même dans la résilience quand on s'intéresse au sujet de l'effondrement, et c'est vrai. Se réapproprier les savoirs et faire, voilà. Donc, on a un peu cette philosophie-là sur le live là, parce que concrètement, c'est très amateur, et on a commencé à réfléchir au début comment on va faire le truc, et au final, on s'est dit on va le faire, et puis tant pis. Et puis voilà. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Faut le faire, et puis il faut apprendre. Il y a Clément qui posait une question. C'est une question sur la radicalité et la violence. Il demandait, alors après on n'est pas obligé de répondre directement à la question, mais on peut détailler sur l'action directe et la violence, etc. La question de Clément, je vais la lire. Qu'est-ce que tu penserais d'actions choc du type sabotage de raffinerie, etc.,
pour poser la question aux politiques de la légitimité de faire des actions pour protéger notre futur. Je crois que j'ai pas compris la deuxième partie de la question. Bah, c'est Vincent qui Ah, pour ramener la question peut-être. Peut-être qu'il voulait savoir qu'est-ce que tu penses d'actions type sabotage pour ramener la question de la légitimité des actions dans le futur. Oui, mais Vincent est un peu là-dessus. Il est un peu dans l'idée, donc Vincent Verza, qu'il va falloir plus ou moins rentrer dans une forme de dissidence sans doute un peu plus conflictuelle. Moi, je sais pas. En tout cas, moi, j'y suis pas préparé moi-même physiquement, hein, donc je n'ai pas envie non plus de vivre caché dans l'ombre et d'avoir les flics qui tapent à ma porte non plus. Donc après, c'est une question de chacun s'engage à la mesure de ses capacités. Moi, c'est pas mon truc, mais en tout cas, il y a une question que j'ai réglée en ce qui me concerne aussi, c'est celle de l'action violente envers les personnes. Il me semble que cette question pour la gauche radicale, elle a plutôt été réglée dans les années 70 et qu'on s'était dit que c'était pas trop comme ça qu'il fallait procéder, que ça ne marchait pas beaucoup. Donc voilà, je sais pas. Mais le sabotage, oui, mais ça c'est vieux, c'est très très vieux. Même casser les machines, machin, ça Ouais. oui, ça d'accord. Moi, j'ai pas de souci. Alors, on a une autre question. Usul pense-t-il qu'un État, sous quelque forme que ce soit, pourra survivre aux impacts du climat et de la raréfaction des fossiles? Donc ça revient quand on parlait d'effondrement au début. Son approche de la relocalisation politique, par exemple, ne pourrait-elle pas prendre à terme une forme plus proche d'un régionalisme féodal? Oh là là. Bah, ça Oula, dépend ouais. ouais, mais ça dépend jusqu'où on va, quoi. Moi, alors voilà, c'est là où c'est là où je vais paraître archaïque parce que je sais qu'aujourd'hui l'État c'est pas bien, l'État c'est la guerre, l'État c'est la police, l'État c'est pas. Oui, mais moi je vois aussi l'État c'est l'éducation nationale, avec toutes les faiblesses qu'il y a aussi derrière. L'État c'est les transferts, voilà. L'État c'est les transferts. C'est-à-dire que Les si ça va, transferts? oui, si ça va pas dans la Creuse, eh Ah. ben, il y a de l'activité économique en région parisienne qui permet de financer les hôpitaux dans la Creuse. Voilà. Et à un moment, un peuple politique, il est constitué autour d'une culture politique commune, pourquoi pas d'une langue, d'une tradition, d'une histoire. Il me semble que la France entend. Alors, il y a des limites, hein, quid des colonies, de ce qui nous reste de colonies, etc. Mais la France, comme territoire, la France métropolitaine, me paraît être un territoire politique cohérent. On a une culture politique à peu près commune, on a une langue commune. Ça me paraît faire sens que de continuer à essayer de faire avec ça oui, pour les transferts, pour essayer de continuer à créer quelque chose de commun. Le commun, c'est pas chacun dans son coin, parce que quand il y aura une communauté autonome qui va se foutre à côté de chez vous et qui vont décider, eux, qu'ils sont plutôt d'extrême droite et qui vont s'armer, ah bah, vous serez bien content s'il y a un État central qui a une loi qui dit non. On va pas jusque-là, les enfants. Mais ça peut être une fédération, ça peut être plein de trucs, mais il me semble que cette échelle-là, elle est pertinente, mais pas dans l'absolu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, souvent, un des défauts qu'on va avoir à gauche, c'est de réfléchir avec des grands termes, genre l'État. Voilà. Bon, moi, l'État, je sais pas ce que c'est. Il y a des États. Il y a des États, il y a des zones géographiques, il y a des peuples, il y a des populations. Bon, bah, il me semble que la nôtre fait quand même assez sens. Voilà. Après, le postulat des anarchistes sur la question de l'État, ça va souvent être qu'au final, quand tu regardes dans l'histoire de l'humanité, au final, l'État est souvent responsable de plus ou autant, au pire, d'oppression que de bonnes choses. Et au final, toutes ces bonnes choses n'auraient pas forcément besoin d'un État pour fonctionner. Et pour le coup, l'État, c'est souvent, au final, des gens qui ont le pouvoir et qui vont... Oui, non, mais tu vois, si on en revient à la question des transferts, si il y a besoin de quelque chose que tu pourras appeler autrement si tu as envie de l'appeler autrement à ce moment-là, mais qui, là, pour le coup, je suis vraiment sur la ligne de Frédéric Lordon. On a beau vouloir créer de l'horizontalité partout, machin, il y a de la verticalité à un moment qui est nécessaire et qui va se recréer. Faites n'importe quel collectif. Alors, je sais que les anarchistes vont dire, mais regardez, vous n'avez pas besoin d'un chef dans une équipe de foot. Si tout le monde connaît les règles et joue dans le même truc. Oui, mais bon, il y a quand même un mec qui a écrit des règles à la base, enfin un mec, plusieurs, et puis même c'est une construction historique, les règles du foot, au fur et à mesure des années, sur lesquelles on est d'accord. Et puis sinon, tu joues un autre sport. Bon, bah là, si on est dans le même pays et qu'on a un ensemble de règles communes, on pourrait imaginer qu'il faut quand même une structure qui fasse respecter ces règles, et ça va finir par s'appeler un État. Et encore une fois, sans ça, il n'y a pas de transfert. C'est-à-dire, moi, je suis super content s'ils arrivent à faire de la santé dans une région où ils arrivent à le faire parce qu'il y a des médecins là, parce qu'il y a des trucs, d'accord. Et puis, ils arrivent à cultiver des machins, c'est bien. Mais, et puis, il y a une autre région à côté qui est super pauvre. Et ben, en France, enfin, dans un État centralisé ou dans un État tout court, il y a des transferts. C'est d'ailleurs pour ça que l'Union européenne n'est pas un pays.
il y a très peu de transferts. Et allez demander aux Allemands, est-ce que vous voulez payer pour les Grecs? Ils vont vous dire non. Allez demander aux Bretons, est-ce que vous voulez payer pour les gars de la Creuse? Ils vont dire, bah évidemment, on est français. Donc, Ouais, voilà. oui, je vois ce que tu veux dire. On pourrait en débattre longuement, mais je vais introduire Mehmet qui a 2 questions. Mehmet, t'es là, ton micro fonctionne? On va voir ça. Bonsoir à tous. Nickel, salut. Vas-y, on t'écoute. Salut. Ouais, juste une toute petite réaction sur ce que tu disais. Pour moi, la problématique sur l'État, c'était surtout la difficulté à maintenir toute cette structure institutionnelle si on a un épuisement des ressources, notamment pétrolières, énergétiques en général. Juste donc, pour avancer sur ces questions-là, sur les questions que j'avais envisagées. Donc la première, c'est un peu dans le cadre de ce contexte productiviste, dans ce contexte social de réforme des retraites et puis de l'opposition qui émerge. Il y a un article qui est paru au début du mois, d'abord sur Groseille et puis après sur Lundi AM, qui s'appelle Goodbye Retraite. Je me demandais si tu l'avais lu et ce que tu en as. Non, mais si tu me le résumes, je peux essayer de déduire ce qu'il y a dedans. Non, je ne l'ai pas lu. Résumer, ça va être un peu un grand. C'est un article qui déjà ne reprend pas la contestation de la retraite, de la réforme des retraites en elle-même, parce qu'elle est évidente. Elle renvoie vers le collectif Nos Retraites, vers la BDDMA et d'autres contenus qui montrent déjà très bien à quel point c'est une aberration. Mais elle essaye d'avoir une approche un peu plus large, plus révolutionnaire dans l'ensemble, et qui essaie de montrer que là encore, dans un contexte d'effondrement des ressources, d'épuisement énergétique, d'effondrement de la biodive et autres, que le modèle actuel des retraites n'était dans tous les cas, lui non plus, pas viable, et que tous ces modèles de retraite à l'heure actuelle étaient des gabegies basés sur une époque miraculeuse mais révolue de l'après-guerre, des Trente Glorieuses, etc. C'est-à-dire la répartition, quoi. Exactement. Et en fait, il était plutôt à invoquer, à prôner l'instauration de réapprendre à vivre ensemble, de retrouver du sens, de retrouver comment on va s'occuper des anciens et de vivre ensemble en général, de partir sur les gratuits, ce genre de choses. Tu vois, là où je vais refaire une tartine sur l'État, alors du coup, le modèle, ce serait, oui, retournons aux solidarités traditionnelles, en fait. Faut que les enfants s'occupent de leurs vieux, etc., quoi. Donc retournons presque à l'idée de famille. Alors ça, c'est un truc que tu vas, qui peut glisser vers le réac très vite. Moi, c'est aussi pour ça que j'aime bien l'État. C'est parce que c'est l'État qui te permet aussi de t'émanciper de ta famille. C'est vrai pour quelqu'un qui va apprendre une autre culture que celle de sa famille quand il va aller à l'école, mais c'est aussi vrai pour le retraité qui n'a pas besoin de quémander auprès de ses enfants, qui sont peut-être des petits cons dégueulasses, ou alors qui vont faire du chantage affectif, ou alors voilà, et qu'il a un droit. Et ce droit, il est inscrit quelque part, et il a le droit de passer par le collectif, la collectivité, sans avoir à passer par les relations interpersonnelles. Alors les relations interpersonnelles, c'est très bien, j'ai rien contre, mais il faut voir aussi qu'on parlait de domination et de prendre en question tous les sens de domination, de machin. Les relations interpersonnelles, c'est des relations hommes-femmes qui sont des relations de pouvoir, c'est des relations de famille qui sont des relations de pouvoir aussi. Pour moi, cette espèce de ce léviathan, comme disait l'autre, l'État, ce truc impersonnel, justement, peut être un vecteur d'émancipation formidable. Il faut garder ce truc au-dessus, parce que sinon, c'est le retour aux vieilles valeurs traditionnelles familiales, et c'est pas toujours souhaitable. Non, je comprends complètement, puis je te rejoins. Et c'est un peu le sens qu'avait l'article aussi, et c'était les avantages que tu peux donner à l'État, c'est ce qu'il retrouvait plutôt au niveau de collectivité. On peut s'émanciper d'une famille ou d'un contexte sans forcément passer en allant jusqu'à ce niveau-là. Ça peut être au niveau d'une commune, d'un voisinage, c'était reprendre du sens, redonner du sens à la vie de chacun collectivement. Mais voilà, on n'est pas dans le contexte du. Donc on fait une caisse de retraite communale. C'était vraiment le sens de l'article global, c'était de dire dans tous les cas, il y a un système qui bat de l'aile et il faut qu'on revoie tout. Et c'était cette approche-là qui est assez systémique et comment on refait société, qui lançait des pistes de réflexion, je trouvais intéressantes. J'ai remis le lien de l'article juste au-dessus sur groseille.co, la Goodbye Retraite.
Voilà, n'hésite pas à le lire et puis à nous refaire un retour si tu as l'occasion, éventuellement un peu plus tard. Bah, déjà, pour mon édification personnelle, ce sera pas mal. On a une dernière question et puis on va s'arrêter là pour ce soir. C'est une C'était ma question deuxième, t'en as une autre de... Ah, t'en as une deuxième? Pardon, c'est vrai, Ouais. t'avais une deuxième question. Alors, on a deux dernières questions. On a la question de Mehmet et après, on aura une question de Mister T. Vas-y, Mehmet, excuse-moi. Cool, bah, merci. Bah, je change complètement de sujet, mais je reviens plutôt au niveau des municipales, du contexte assez proche. On vous a parlé vite fait de l'ERMFN et j'en ai rien à battre de cela, on en parle déjà bien assez. Un truc que je regarde un peu plus et puis qui me tient d'autant plus à cœur quand je suis investi dans une démarche comme ça, c'est toutes ces listes citoyennes qui se montent un peu partout. Et voilà, je voulais voir si tu avais un petit regard là-dessus, si toi-même tu étais impliqué dans quelque chose ou tu as déjà bien assez à faire aussi. Voilà, c'est... Ouais, je vois bien. Moi, je suis pour les citoyens qui s'impliquent en politique, mais à la fin, ils finissent quand même par faire de la politique. Ce qu'on déteste dans les partis, c'est quoi? C'est leur technique de séduction électorale, c'est leur manière de fonctionner, leur hiérarchie interne. Bah oui, bah vous allez faire des collectifs citoyens et dedans, bah vous allez refaire des hiérarchies internes et puis vous allez refaire des. Enfin voilà. Donc encore une fois, j'ai l'impression que le mot parti fait peur. Pareil, le parti, alors qu'il y a des partis. Le mot parti fait peur, mais du coup, les gens réinventent le fil à couper le beurre, encore une fois, tous les 4 matins. Ils se disent, bah, on va faire, ce ne sera pas un parti, ce sera un collectif, et puis on est des citoyens. Bah oui, mais dans les partis politiques, c'est des citoyens qui sont rentrés là-dedans. Donc, qu'est-ce qui ne va pas dedans? Qu'est-ce qu'on règle? Comment? Il faut repenser aussi la manière dont on fait des partis, c'est sûr. Mais C'est à ce niveau-là que l'échelle des municipales est pertinente parce que tu restes sur quelque chose de beaucoup plus local où tu t'affranchis de ça. Tu restes sur des... Je dis pas qu'il n'y aura pas de relations d'influence, de pouvoir et de choses comme ça. Le PFH est toujours là, c'est clair. Mais voilà, c'est le niveau d'échelle. Je pense qu'on fait que les élections municipales en elles-mêmes sont à prendre à part entière là-dessus. De toute façon, voilà, plus il y a de citoyens qui s'impliquent en politique, mieux c'est. Ça, il n'y a pas de souci, qu'ils le fassent comme ils peuvent. Après, il y a des entre-deux. Il y a des je sais pas, Piolle, bon, ça n'a pas tourné non plus de manière paradisiaque, mais Piolle, à Grenoble, a présenté une liste qui mélangeait, c'était un tiers, je crois, un tiers insoumis, un tiers écolo et un tiers collectif citoyen issu des associations locales de Grenoble. Je pense aussi à Ada Colau, aussi, à Barcelone. À Barcelone, bien sûr. Ouais. Voilà, qui vient aussi de ce genre de mouvement. Ben, maintenant, c'est une politique. Donc, voilà. Ouais, mais c'est vrai que bon, dès que tu pars sur les plus grandes villes, ça se complique. Je pensais plus à des exemples comme Saillant qui expérimente ça depuis 2014, mais il y a d'autres villes, il y a Ungersheim, il y a Kingersheim. Ungersheim, ils sont plus sur les villes en transition. Il y a Kingersheim en Alsace, il y a Grande-Sainte, il y a Trémargat en Bretagne. Et puis il y a des démarches qui se lancent un peu partout. Il y a le collectif, j'ai plus le nom, à Toulouse, qui est une super démarche là pour qui se lance. Voilà, on est sur justement on va être sur du un tiers, mais ça va être un tiers de ceux qui initient la démarche, c'est un tiers de tirage au sort pour aller chercher des gens qui se seraient jamais intéressés ou jamais sentis légitimes pour s'impliquer dans des choses comme ça. On garde cette échelle locale pour s'affranchir un peu de ces hiérarchies, de ces lourdeurs qui peuvent être introduites dès que tu montes en gamme voilà. Ben oui, très bien, très bien. J'attends de voir, moi, toujours. Hein. Pareil. Merci Mehmet, merci beaucoup. Merci Mehmet, ouais. Dernière question, même si Connie m'a posé une super question, mais je vais pas relancer le débat sur l'état là, il est trop tard. Dernière question de Mister T qui demande, je ne connais pas du tout le sujet, je te lis la question Usul, je pense que tu sauras répondre parce que tout à l'heure tu nous as parlé de lui déjà. J'ai envie de connaître ton avis Usul sur Paul Ariès et le lobby de la viande. Oh là là, ça je me suis pas intéressé ça. C'est vrai que Paul Ariès, il est parti dans un truc contre les VG là, mais je dois avouer que ça m'intéresse pas beaucoup. Ah, ça a coupé. Oui, je disais, je dois avouer que ça m'intéresse pas beaucoup. D'accord, ok. Très bien, on va conclure. Even. Ouais, merci à toi Usul de nous avoir accordé ce temps-là sur ton emploi du temps. Aujourd'hui, le recon du stream c'était en pause, mais toi t'étais là. Ah, putain, je fais la matinale demain. Et du coup, on vous invite tous bien sûr à les suivre, à les soutenir. On peut retrouver tes chroniques sur YouTube, tout le monde le sait, mais on peut regarder celles de la semaine. On peut aussi rattraper celles qu'on a manquées, et jamais trop tard pour rattraper ses erreurs.
Moi, j'ai beaucoup aimé celle sur l'ordon. Toi, tu disais, Dario, que celle sur la police. Ouais, moi, ma préférée, c'est celle sur la police et j'avais beaucoup aimé celle sur. Alors, faut pas se tromper de mots, je crois que c'est celle sur le salaire à vie. Et très bien, t'as eu juste. Ouais, faut pas se tromper, sinon on se fait engueuler. Hein. Ah oui. Ouais, celle sur le salaire à vie, pour le coup, elle m'a beaucoup radicalisé aussi. Ouais. C'est une bonne vidéo. Bah parfait. Eh ben, merci à toi. Merci Merci à de tous. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.